Salut tout le monde, c'est Anne Littérarum et aujourd'hui on se retrouve pour mes meilleures lectures de l'année 2023. Une vidéo très attendue, je crois, chaque année et évidemment c'est un incontournable, c'est impossible de ne pas la faire. Je crois que c'est un peu l'une des plus importantes quand on fait des vidéos et qu'on aime parler de livres, meilleures lectures de l'année, faire un bilan, qu'est-ce qui s'est passé dans les 365 derniers jours, globalement au niveau de la lecture. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top 10, ça a été vraiment difficile, donc évidemment aussi il y aura des mentions spéciales parce que c'est impossible de choisir. Donc sans plus tarder, si vous aimez les vidéos sur les livres et la société, n'oubliez pas de mettre un like, faire la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Cette année, pour y aller rapidement, j'ai lu pas moins de 95 livres. Assez contente de ce bilan. Un bilan honnêtement unexpected, ok? Moi j'ai commencé l'année, après une année où j'en avais lu genre 70 quelque chose. Tu sais, c'était bon pour moi, mais c'était ma plus petite année de lecture en genre 5 ans. Fait que j'étais genre, je ne lis plus beaucoup, je ne lis pas beaucoup de livres, qu'est-ce qui m'arrive? Là en plus je suis genre à l'université dans un programme qui me fait fucking chier, j'aurais pas le temps de lire, ok? Mais au final, premièrement, je suis à l'université dans un programme de littérature, donc forcément tu vas comme lire malgré toi. Deuxièmement, au final, j'ai comme quand même beaucoup lu cette année. Je pense aussi le fait que j'ai comme pris cette pause-là, puis que j'ai vraiment repris en compte qu'est-ce que j'aime comme lecture, avoir décidé de commit au fait que j'aimais plus autant qu'est-ce que j'aimais avant, d'essayer de découvrir de nouvelles choses. Ça a fait au final que j'ai comme vraiment beaucoup lu parce que j'ai jamais arrêté d'aimer lire, j'ai jamais arrêté d'aimer le feeling. Quand t'es dans un livre, t'es genre oh my god, c'est trop bon, faut que je continue. C'est juste que je l'avais plus pour les choses que j'étais habituée de lire, vu que je me restreignais à ça. Mais je pensais que c'était comme tout le monde auquel je pouvais avoir accès. Honnêtement, c'était un des meilleurs moves cette année, puis je suis contente parce que il y a eu comme vraiment une bonne réception à une des vidéos que j'ai fait récemment d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Qui était ma vidéo sur le young adulte et qu'est-ce que j'en pense maintenant. Et vous m'avez comme tous dit, ou presque, que vous étiez plutôt d'accord avec moi. Mais aussi, évidemment, je sais qu'il y a une question d'âge là-dedans. Je deviens un petit peu plus vieille. Voilà. Je sais que vous aussi, vous êtes un peu rendu là, ben veux pas, j'imagine qu'on se suit un petit peu nos carrières de lecteurs, mais aussi en âge. Donc, je suis contente de voir aussi que vous, ça vous interpelle. Donc, j'ai malgré tout réussi à lire 95 livres de toutes sortes. Je crois qu'il y a genre un ou deux livres là-dedans que j'ai comme pas tout à fait terminé. Je pense que j'avais comme tellement passé de temps à les lire, puis je les avais lus comme tellement loin que ça servait à rien, comme les mettre comme non lus parce que c'était comme trop d'efforts. En tout cas, je m'en calisse, genre. Moi, ça compte pour lui. En termes de qu'est-ce qui était un peu mes objectifs l'année passée en termes de lecture, je m'étais comme pas mis des objectifs clairs et précis comme j'ai pu faire les autres années d'avant. Honnêtement, j'étais comme vraiment dans mon comme processus de vie. J'ai 18 ans, j'ai comme moi genre une crise identitaire, puis j'avais comme besoin de prendre du temps. Mais je sais que, puis tu sais, je lui avais quand même communiqué que je voulais comme plus faire des lectures que j'aimais. Puis ça, honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. J'ai l'impression que j'ai bien choisi mes livres par rapport aussi au fait que je sentais comme un peu la pression à lire les livres quand je me faisais envoyer par les maisons d'édition et tout. J'ai comme vraiment pas laissé ça prendre le dessus. Bon, c'est sûr que ça a aidé le fait que j'en ai comme moins reçu parce que j'en ai moins demandé. Puis genre, quand t'en demandes moins, les gens qui t'en envoient sans t'en demander, t'en envoient moins aussi. Fait que genre, c'est sûr que mettons ça a aidé, mais je me suis comme pas laissé avoir à genre lire comme la dernière tendance. Puis genre, honnêtement, GG. Puis honnêtement, sur un point de vue personnel, je pense que 2023 aura été comme vraiment une belle année. Une année un peu comme empreinte de nostalgie. Je sais pas si vous allez pouvoir relate, mais vu que j'avais comme 19 ans pendant l'année, on dirait que j'étais genre merde, c'est ma dernière année comme de teenager. C'est genre. Mais honnêtement, je me considère adolescente encore, là, même si je suis sur le bord d'avoir 20 ans. Là. Puis je pense qu'à 20 ans, je vais encore me considérer comme ça. Genre. Puis je sais pas c'est quand que ça va arrêter, mais en tout cas, c'est pas d'ici un an. Mais genre, j'avais quand même cette nostalgie-là, puis j'avais comme vraiment envie de faire des trucs avant mes 20 ans. Puis je pense que j'ai quand même beaucoup changé là, cette année. Je suis comme vraiment devenue plus sage, j'ai l'impression, à la fois plus sage et plus tireuse de plug. Dans le sens où genre je sais plus maintenant quand c'est les bons moments de tirer sa plug, quand c'est pas les bons moments, je sais comme plus comment réfléchir, différents opinions sur qu'est-ce que j'ai pu faire dans mon passé, qu'est-ce que j'ai pu pas faire. Quand même des grosses décisions, j'ai envie de dire cette année. Premièrement, j'ai eu 6 semaines de grève pendant que j'étais à l'uni, fait que genre 6 semaines où je ne faisais rien. J'ai quand même lu pendant ce temps-là. Je suis partie en voyage pendant 2 mois. Ça, c'était comme un voyage incroyable. J'en ai pas beaucoup parlé d'ailleurs, mais ça m'a comme vraiment beaucoup changé en tant que personne. J'ai l'impression que comme quand je suis revenue chez nous, j'avais comme plus les mêmes yeux pour voir ma ville, veux pas. On dirait que je me sens comme prête à passer à la prochaine étape dans ma vie, puis c'est comme une chose que je ressentais pas nécessairement auparavant. J'ai comme beaucoup dans mon présent, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais là j'ai comme hâte, j'ai comme plein de projets pour le futur, puis après j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Je suis pas allée à l'école cet automne, j'irai pas non plus cet hiver. Je retourne en voyage. Est-ce que c'est bon?
J'ai l'impression que j'ai comme aussi découvert d'autres passions, j'ai commencé à mixer la musique. Actually, j'écris un petit peu, je fais du sport encore, je prends du temps avec mes potes aussi, j'apprends le portugais. Donc, je pense aussi que, mettons, j'ai comme le temps de découvrir des nouvelles choses à propos de moi, puis genre, en tout cas, c'est vraiment con, là, ce que je veux dire. Mais genre, l'autre jour, j'ai tiré au tarot, là, avec mon ami, là, puis il était genre, je pense que cette année, tu vas comme découvrir des nouveaux core values. Puis genre, je suis comme, man, c'est actually ça. Genre, je sais que j'ai 19 ans, genre, that's the whole point. Puis c'est ça, fait que je trouve que j'ai comme aussi le plaisir de faire des vidéos comme de façon spontanée. Donc sans plus tarder, allons-y, je pense que vous avez quand même hâte de voir. Évidemment, je vais faire un ordre de 10 à 1. Faut donc rester jusqu'à la fin de la vidéo et ensuite il va y avoir comme en rafale les mentions spéciales. Hey, je vais genre éternuer, on dirait. Non, je pense que je suis correct. Let's jump into the sujet. Là, il y a quand même beaucoup de livres que j'avais lus sur ma liseuse de façon canante. J'ai quand même lu sur ma liseuse cette année. Justement, à cause du voyage, j'ai comme renoué avec le livre électronique. Donc, c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCarthy, il me semble. En tout cas, la fille qui jouait genre Sam dans iCarly. Jamais de ma vie est-ce que j'aurais pensé d'avoir comme un celebrity memoir dans ma liste de livres préférés de l'année. Mais genre, man, premièrement, elle écrit trop bien. Tu sais, les célébrités qui écrivent des livres, des fois, t'es genre, man, t'es pas faite pour la littérature. Genre, toi, t'es faite pour la caméra, puis comme dire qu'est-ce qu'on t'a dit de dire. C'est comme elle, puis elle en avait parlé aussi dans son livre, elle a toujours plus été intéressée par ça. Fait que c'est comme une fille qui a comme stumble dans le monde de la télé, alors que c'est plus ça qu'elle voulait faire. Puis genre, ça apparaît pour vrai, elle a vraiment un talent pour ça, elle a un intérêt. Genre, il y a une qualité littéraire à ce livre-là. Je dis pas que c'est genre le livre de l'année en termes de littérature, mais définitivement il l'a. Genre, il y a la petite étincelle dans son histoire qui est absolument comme très loin de la réalité de Monsieur Madame tout le monde, parce que tu sais, elle a comme grandi avec les caméras, il y a vraiment un relatable, puis c'est comme toute la relation avec sa mère, évidemment, ben on aura deviné par le titre, genre, mais aussi comme les troubles alimentaires, les relations toxiques qu'elle a pu avoir. Elle vient aussi d'un milieu qui est comme entre guillemets relatable, tu sais, la moitié des célébrités de toute façon c'est comme toutes des nepotism baby, mais pas elle. Fait qu'elle vient comme d'une famille normale, elle a dû comme rapporter l'argent pour sa famille pendant longtemps. En tout cas, moi ça m'a comme vraiment beaucoup touchée comme livre, ok, genre j'étais actually comme sur le bord de pleurer, puis ça se lisait de même, fallait absolument que je sache la suite. Puis c'était comme au-delà de la curiosité pour les célébrités. Genre c'était pas comme je veux entretenir cette relation parasociale que j'ai avec elle parce que j'ai écouté la série iCarly quand j'étais petite. C'était vraiment, il y avait un propos, puis je voulais savoir ce qu'elle avait à dire. Fait que honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'elle va écrire un autre livre. Bon, après je sais pas ça va être sur quoi. Fait que tu sais, si elle fait juste surfer sur une vague de popularité, peut-être qu'il va moins avoir de qualité littéraire. Mais peut-être aussi que ça va être comme son entrée dans le monde littéraire, chose qu'elle voulait faire depuis plus longtemps. Fait que, enfin comme pouvoir dire des choses qui sont comme pas juste attention grabber, parce que là, il fallait qu'elle fasse un premier livre pour faire du cob puis se faire connaître. Qui l'aurait cru, honnêtement? Je ne connaissais probablement même pas cette fille avant que l'année commence. J'en ai entendu parler probablement dans mon cours de féminisme. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup de livres féministes dans cette pile à lire, dans ce top 10. Ça a quand même vraiment beaucoup marqué mon année et j'ai envie de dire comme ma personne. J'ai l'impression que ça a comme fait un shift dans ma personnalité, dans les intérêts. En fait, c'est Virginie Despentes qui a écrit principalement des romans, aussi des essais, mais moi, le livre m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, de Virginie Despentes. En fait, j'en ai lu 2 d'elle cette année, mais je dirais que lui, c'est celui que quand je le lisais, j'étais le plus genre damn, c'est le fun. Puis c'est aussi parce que c'est un roman, puis c'est quand même drôle à dire. Dans ce top, il y a quand même beaucoup de romans, encore une fois, mais je pense que c'est parce que j'aime vraiment beaucoup les romans, j'en ai comme moins lu ces derniers temps, mais il y a rien comme une histoire pour comme te donner envie de lire. J'ai décidé de mettre Baise-moi en 10e position, donc c'est l'histoire de 2 filles qui partent en cavale. Les filles qui sont un peu comme pas dans la criminalité, mais comme ils font des trucs qui sont comme criminels, mais ils sont pas genre dans la criminalité, disons-le comme ça. Elles vont se rencontrer par hasard et elles vont partir dans une espèce de road trip en France. C'est comme un slasher. Ils vont tuer plein de gens, se saouler constamment, prendre des drogues, ken avec des gens. Hey, le gros slang de rap français là. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut, salut. Coucher avec beaucoup de monde, disons-le comme ça. Ce que j'aime avec Virginie Despentes, c'est que c'est vraiment un livre provocateur, mais pas un livre provoque pour provoquer. C'est un livre qui provoque pour comme dire quelque chose. Ça date de 1993, mais il y a encore définitivement un truc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Qu'est-ce que j'aime, c'est que les personnages, c'est un peu, je l'ai comme un peu déjà dit quand j'avais parlé de cette lecture-là, je pense dans un vlog, mais c'est comme des filles qui sont des filles comme un gars est un gars. Une fille, d'habitude, quand t'es la bonne fille, quand tu incarnes bien la féminité, t'es toujours consciente que t'es une fille puis t'agis selon une norme. On pourrait dire, évidemment les gars font ça aussi, mais tu sais c'est pas des normes qui arrivent très souvent. Tu sais, mettons, un gars peut vraiment, genre, manspreader dans l'autobus, roter, les gens vont trouver ça drôle. Puis qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que les personnages de Virginie Despentes se posent pas de questions par rapport à comment elles doivent être une fille. Elles font juste être. Elles ne se mettent pas la barrière du genre, puis comme les injonctions que ça demande, comment est-ce qu'il faut pour être une fille. Donc, il y a autant des choses comme caractéristiquement masculines, on pourrait dire, comme féminines, mais c'est en dehors de la pensée du genre. Donc, j'aime vraiment ça, comment les personnages principaux ont abordé leur féminité, disons-le même, mais pas pour dire, oh my god, il faut empower les filles comme dans ce livre, genre, et comme suivre un nouveau code de conduite. Non, c'est pas ça que je veux dire. En tout cas, il faut comme le lire pour comprendre. C'est un livre que, genre, je veux pas dire trop de choses là-dessus. Je pense qu'il faut comme le lire de même.
Un autre livre que j'ai lu en voyage, un peu dérangeant, genre. Mais pas, il est pas dérangeant, c'est juste un livre bizarre. Une autre fois, avec un livre TikTok dans le top en plus. Faut croire que parmi la chauderie de l'année, il y en a au moins un qui est bon. Et c'est celui-là, donc c'est My Year of Rest and Relaxation de Otessa Moshfegh, je pense. Vu que j'ai comme pas le livre avec moi, j'oublie le nom des auteurs. On suit l'histoire d'une fille, ça se passe en 2000. Elle habite dans un penthouse à New York. Puis elle va comme décider qu'elle veut dormir pendant 1 an. Fait qu'elle va comme prendre plein de pilules avec une espèce de psychiatre qui lui fait plein de prescriptions. Encore une fois, un autre livre, je peux pas vous en dire plus. Une chose que j'ai remarqué cette année dans mes goûts lecture, c'est que j'aime les livres bizarres. Pas un livre qui fait peur, j'aime les livres qui ont un vibe. Mais c'est pas obligé d'être tout le temps le même vibe. Genre, je sais exactement ça va être quoi, le vibe prévisible. Évidemment, j'aime ça, ces livres-là, mais c'est pas ces livres-là qui vont comme être des coups de cœur, genre mes livres préférés. Mes livres préférés, ça va toujours être des choses qui me surprennent, qui me font comme sentir un nouveau sentiment, pas confortable. J'aime ça quand je suis comme un peu inconfortable dans ma lecture. Pas dans le sens où genre c'est des choses que genre je trouve comme malaisantes, mais inconfortable dans le sens de comme, j'ai jamais lu ça, j'ai jamais vu une esthétique comme ça. Si je pouvais mettre en image comment je me sens quand je lis ce livre-là, ça serait un truc nouveau, ça serait un nouveau concept. C'est définitivement ça avec My Year of Rest and Relaxation. Par contre, je dois dire, je vais en parler plus tard, mais j'ai m'a fait aussi penser à un autre livre parce que c'est un peu le genre depressed girl literature, mais comme si je l'avais lu après l'autre livre dont je vais vous parler tantôt, peut-être que je l'aurais moins aimé. Fait que si jamais vous l'avez pas lu puis vous voulez lire les 2 livres, parce que je pense qu'ils se lisent bien ensemble, mais comme soyez sûr de lire lui en premier. Pas vraiment de morale particulièrement à ce livre-là, il est juste cool, genre. Pour vrai, c'est un livre cool. J'ai l'impression que je le lis, je suis comme oh my god, I'm a cool girl. Le problème, genre, avec les romans, c'est ce que je réalise maintenant que je lis beaucoup d'essais, c'est que je me souviens beaucoup de comment je me sens quand je lis le livre, pas nécessairement genre c'était quoi le livre. Un autre livre que je n'ai pas, mais cette fois-ci parce qu'il est chez mon copain, il s'agit d'un recueil de poésie. Qui aurait cru qu'il allait avoir ça dans mon top 10 de fin d'année? Et c'est un livre qui s'appelle Sainte Foi par Akena Okoko. C'est sûr que honnêtement, je pense que de tous les livres dans ce top, c'est pas nécessairement le plus relatable. En fait, c'est l'histoire de l'auteur qui partage son expérience à travers ses poèmes et il a grandi à Sainte Foi, mais en fait c'est le quartier où j'ai grandi aussi. Fait que j'ai comme vraiment beaucoup de relatable à ça. Évidemment, moi je n'ai comme pas partagé toute la dimension et qui est très importante dans ce livre et qui est aussi ça qui est super important. Il est à moitié black. En fait, il est light skin. C'est ça que je veux dire. J'ai vraiment aimé ça parce que je pense que c'est vraiment une réalité à Sainte-Foy. Aussi, je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. J'ai l'impression que j'ai comme vraiment pu découvrir un peu mieux ça. J'ai aimé comme voir Sainte-Foy à travers ces poèmes-là. Dans le fond, c'est comme pas la même époque que moi, évidemment. C'est comme plus les années 2000. Mais malgré tout, le feeling de Sainte-Foy était là. Puis ça m'a vraiment beaucoup touchée. Là, comme je dis, c'était le moins relatable parce que évidemment, tout le monde sur cette chaîne, on n'est pas comme 20 000 à habiter à Sainte-Foy. Malgré tout, je pense que ça peut vraiment être pertinent pour vous, genre partout au Québec. Je pense que ça peut être pertinent premièrement. Deuxièmement, partout dans le monde, ça peut être pertinent si comme Akena Okoko, vous êtes un enfant comme 2e génération d'immigrants. Je pense que ça peut être aussi comme peu importe pour n'importe qui, pour la poésie contemporaine, pour le sentiment aussi de grandir. C'est un peu un coming of age recueil de poésie. Partir à la grande ville. Quand je l'ai lu, il y avait comme beaucoup de trucs que je suis damn. Feeling de c'est sweet mais ça fait un peu mal, mais c'est pas la nostalgie parce que c'est des trucs que tu peux encore voir. Tu sais, moi je suis encore beaucoup en contact avec Sainte-Foy, je veux pas, je suis encore à Québec. Hometown. Un autre livre qui est chez mon copain qui le lit actuellement. Mais nous avons La Place de Annie Ernaux. 2023 qui aurait été honnêtement l'année de la découverte de Annie Ernaux, une autrice qui... Ben en fait, moi la première fois que j'ai entendu parler quand elle a gagné le prix Nobel de la paix. Méga moment d'appréciation pour mon incapacité à dire prix Nobel de la littérature dans cette vidéo. Je pense que je vais constamment dire prix Nobel de la paix. Bear with me. C'est bien évidemment le prix Nobel de la littérature qu'elle a gagné. Lu dans le cadre d'un cours. Qui aurait cru? Honnêtement, en ce moment, je suis littéralement en train de vous dire un livre que j'ai lu en classe et littéralement numéro 6 sur mon top de l'année. Incroyable. Annie Ernaux, pour ceux qui la connaissent pas, elle fait un peu comme de l'autofiction, donc c'est toujours des récits vrais. Elle raconte des tranches de vie, des bouts de sa vie, et il y en a sur comme plein de sujets. La Place qui est quand même dans les connus, je ne pense pas que c'est le plus connu par contre de tous ceux qu'elle a écrit. Dans celui-là, elle raconte comme en gros l'histoire de son père qui meurt, puis elle va faire un petit peu une rétrospective sur sa vie, ça va être l'histoire de son deuil, on pourrait dire. C'est un tout petit livre, c'est 100 pages. Elle va raconter au fond qu'elle a changé de classe. Elle est allée à l'université puis son père était comme travailleur toute sa vie. Il y a eu un gap qui s'est fait et c'est pour ça que la relation avec son père quand il meurt est un peu aussi douloureuse parce que ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient séparés, qu'ils n'avaient plus rien en commun. C'est comme tout ce récit-là qui est genre damn, c'est incroyable. J'avais décidé de faire mon travail final de session en plus, genre sur ce livre-là, phénomène d'être transfuge de classe. En fait, quelqu'un qui réussit l'ascension sociale, c'est tellement rare. Mais en fait, quels sont les impacts de l'ascension sociale? Ça détruit les liens familiaux
familiaux. Moi, c'est un peu ça que j'avais dit là, dans le livre. Encore une fois, je pense que c'est un livre que beaucoup de personnes pourraient lire et voir beaucoup de choses là-dedans, se reconnaître. Annie Ernaux a une écriture qui est vraiment simple, fluide, mais qui va vraiment droit au cœur. J'ai lu comme beaucoup d'extraits de ses autres livres, et même aussi comme un de ses plus petits livres qui est genre Le Jeune Homme, à la librairie où je travaille, quand des fois j'ai le temps de feuilleter quelques pages, et tous ces livres sont comme ça. C'est vraiment l'écriture comme un couteau, ok? Donc faire une joke avec un autre de ses titres, mais genre, honnêtement, époustouflant, j'ai envie de dire. Comme écriture, c'est pas pour rien qu'elle a gagné le Nobel de la paix. Et une chose certaine, en fait, ce livre-là, je l'avais lu genre en comme 1 heure. Je me souviens, là, j'étais comme absorbée par la lecture, il fallait absolument que je le finisse. J'ai décidé là, que j'allais lire les autres livres d'Annie Ernaux. En plus, ils sont tous très petits. J'ai comme aucune excuse pour ne pas le faire. Et d'ailleurs aussi, mon copain qui est en train de le lire, c'est un gros coup de cœur. En tout cas, là, je vous dis ça là, comme si j'étais la première à lire Annie Ernaux. Genre, j'imagine que vous savez qu'elle est bonne. Okay? Évidemment, on a donné genre le plus grand prix de littérature à elle. Mais je l'ai lu, fait que genre, je vous le dis pareil. Encore un autre livre que je n'ai pas, man, en main. Je suis vraiment désolée, ok? Le 5e livre, c'est genre un livre que j'ai lu comme les derniers jours avant la fin de l'année. Et c'est Là où je me terre de Caroline Dawson. Genre... impossible, ok? Je suis encore sous le choc de cette lecture. J'ai l'impression que, tu sais, comme quand tu lis un livre qui est tellement bon, puis après t'es genre, je sais même pas quoi choisir comme livre, parce que tout me semble mauvais par rapport à ce dernier livre qui a tout fracassé. Incroyable. Donc, en plus, Là où je me terre, c'est un livre que je savais que beaucoup de monde avait lu, parce qu'il était comme sur le programme de tout le monde au cégep ou presque. À la librairie où je travaille, on le vend constamment, on a toujours plein de stock. Je sais qu'au Québec, maintenant, il est comme vraiment reconnu comme livre. Je le regardais un petit peu, genre de comme, ah oui, évidemment, je vais le lire un jour, mais je suis pas très pressée. Tu sais, genre, oui, ça a l'air intéressant, mais comme, ok, what the fuck, man, c'était tellement bon. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas le lire avant. Je l'ai lu encore une fois. En fait, je l'ai commencé le soir à genre minuit. J'ai lu jusqu'à 1h du matin, puis le lendemain, j'ai fini, ok? Genre, juste pour vous dire, ça m'a consumé en 24 heures. Je pense que c'est un petit peu ça aussi, la morale de l'histoire. Ce que j'aime dans un livre, c'est quand, genre, il prend toute la place dans ma vie. Je le lis, puis après, je suis comme genre, oh my god. Et évidemment, on suit l'histoire de Caroline Dawson. Encore une fois, c'est un peu de l'autofiction. On peut remarquer aussi un pattern de qu'est-ce que j'aime dans les livres. Plus en plus je grandis, je sais qu'est-ce que j'aime comme lecture. C'est définitivement comme un des éléments qui peut revenir. Et on suit l'histoire de Caroline Dawson, qui est chilienne, qui à l'âge de 7 ans, si je me trompe pas, elle est immigrée au Québec avec sa mère, son père, son frère, à Montréal. Ils étaient des réfugiés, et c'est comme tout le récit à la fois de son intégration / assimilation / arrachement qu'elle a vécu. Honnêtement, une réalité que je crois qui est comme tellement essentielle à la littérature au Québec. Je pense que l'immigration fait comme tellement partie de l'identité québécoise. Ben, tu sais, en tout cas, je sais que c'est comme le fantasme, puis comme dans les faits, les immigrants ne vont pas nécessairement se sentir comme ça. Caroline Dawson, dans son livre, en est la preuve. Dans mon Québec fantasmé, évidemment, c'est quelque chose. En fait, je soutiens beaucoup quelque chose qui me tient vraiment à cœur, politiquement, comme socialement, moralement, dans mes valeurs. Pas juste ça parce que genre c'est correct, mais parce que pour moi c'est important. Je vois qu'il y a une richesse là-dedans. Pas juste une richesse dans le sens de comme c'est quelque chose qui m'apporte à moi aussi, mais juste dans le sens de comme je suis capable de voir qu'est-ce qui est pareil chez moi versus l'autre, on pourrait dire. Pour moi, je pense que c'est comme des récits qu'il faut vraiment lire parce que, ben, premièrement, c'est même trop touchant, là, man. J'en reviendrai comme jamais. Caroline Dawson, encore une fois, écrit simplement. Elle fait tout le temps comme des refs. Elle se fait des refs à elle-même. Je suis comme, man, t'as genre master comment faire un scénario. Tu sais, mettons, on dit un truc au début, pis on est comme, haha, c'est drôle. Là, à la fin, elle va comme le ressortir à un moment où ça va être comme full touchant, pis on va être genre, oh my god, man, je peux pas y croire. C'est comme constamment ça. Elle parle de plein de petites choses du quotidien en plus. J'ai oublié de vous dire, ok? Mais c'est publié aux éditions du Remue-Ménage. Les éditions du Remue-Ménage, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maison d'édition féministe fondée dans les années 70 au Québec, ok? Puis qui font toujours des livres, ils sont vraiment engagés. Ils n'ont pas peur d'aller fort avec le féminisme, puis ils ont pas beaucoup de romans, mais ils ont Là où je me terre. Et Caroline Dawson est évidemment sociologue à la base. Moi, quand j'ai vu c'est publié aux éditions du Remue-Ménage, j'étais genre, oh ouais, c'est quoi qui va se passer? Puis il y a vraiment des bons points féministes dedans. Puis je suis comme, damn! L'intersectionnalité, premièrement, juste comme la base du foot. Mais pas la base du foot, hein. Le féminisme comme un peu la pensée dominante. Les femmes, genre, doivent avoir une paye égale, genre, oui, évidemment. Mais genre, c'est pas ça. On parle comme de réalités qui sont comme beaucoup plus vécues, j'ai envie de dire, comme les embûches qui sont beaucoup plus présentes, on pourrait dire. Tout ça, évidemment, avec d'autres enjeux. C'est pas juste des enjeux du féminisme. Par rapport à ça, c'est vraiment, ça s'emboîte bien, j'ai envie de dire. Honnêtement, le livre va vous donner envie de pleurer. Donc, numéro 4, un peu avec My Year of Rest and Relaxation. Ça faisait longtemps que je le connaissais, mais j'étais comme, je m'en calisse quand même, genre, je vais pas le lire. Finalement, je l'ai lu, puis genre, god damn, c'est The Bell Jar de Sylvia Plath. Molière! Ou genre, Les Misérables. C'est pas ça que je veux lire. Je suis un peu plus intéressée à essayer de lire des classiques d'Oriane Gray, The Bell Jar. En tout cas, vous comprenez ça. Puis avant que je tombe sur The Bell Jar, je m'étais dit, ça pourrait être un peu ça que j'aime. Mais je l'ai dévoré, hein. Je l'ai aspiré, genre, tellement c'était bon. Fun fact, en fait, quand j'étais en voyage, j'étais en Égypte à un certain point. Notre logement, dans le fond, fallait comme quitter à 10h le matin. Mais notre vol était genre à 9h le soir.
on décidait comme d'aller attendre à l'aéroport. Mais en fait, il fallait se rendre à l'aéroport de toute façon. Okay? Puis mais le problème, c'est qu'on est arrivé pour genre prendre nos passes d'embarquement, puis t'es genre ouais, c'est juste comme 2 heures avant le vol. Fait qu'on était genre, man, qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? J'ai genre nulle part où aller. Fait que là, dans le fond, on a comme dû rester entre la sécurité pour rentrer dans l'aéroport et la sécurité pour aller à la gate pendant genre 6 heures, man. Il était pas à 9 heures notre vol, il était à minuit. C'est ça que je veux dire, ok? Il était genre 1 heure du matin, n'importe même. Là, on a fait ça, mais à un moment donné, j'étais comme tellement tannée. Il y avait genre un restaurant. Il y avait rien à faire, ok? On avait une chaise, puis genre, fallait attendre. Le backpacking, c'est quand même ça. Puis genre, là, j'étais comme, là, je vais lire. De Belgium, incroyable, ça m'a genre aspiré. Quand c'est drôle parce que quand je pense maintenant, tous mes souvenirs sont comme en Égypte, genre. En fait, je sais pas si c'est ça pour vous aussi, là. Mais genre, mes souvenirs sont vraiment rattachés à des lieux, ok? Moi, de Belgium est rattaché à l'aéroport du Caire. Petite anecdote. Dans le fond, sur l'histoire, ça se passe comme dans les années 50. C'est comme, encore une fois, autobiographique, de l'autofiction. Ce qu'on voit comme une donnée récurrente ici. C'est pas de l'autofiction comme c'est de l'autofiction pour Caroline Dawson, où là, c'est vraiment genre elle, puis Caroline. Là, Sylvia Plath, c'est vraiment comme genre un autre personnage, blablabla. Okay? Puis c'est un peu romancé aussi pour que certains événements comme arrivent dans une durée qui fait sens. C'est un peu une fille comme d'une certaine bourgeoisie, on pourrait dire, de la côte est américaine. Et là, elle va à New York, à un espèce de stage pour jeunes filles de l'époque, là, genre dans un magazine de mode. Puis là, elle va comme avoir des expériences un peu bizarres avec des gars. Et là, ça va comme la plonger dans une dépression, va finir par aller dans un hôpital psychiatrique, subir un peu les traitements de l'époque. Mais qu'est-ce que j'ai aimé celui-là? Premièrement, c'est super bien écrit. Genre, la plume de Sylvia Plath, c'est comme au niveau de Virginia Woolf. Tu sais, quand le monde dit que l'anglais c'est pas beau, et je suis la première à dire que l'anglais c'est une langue un peu laide. Genre, dans le sens, c'est une langue qui est comme facilement simple. Tu sais, c'est pas comme le français. Le français c'est toujours élégant. L'anglais, faut comme vraiment que tu sois bon. Sylvia Plath, elle l'a fait comme de même, ok? Puis genre, le nombre de lignes, ça hit, puis je suis genre, damn, Sylvia, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle a vraiment bien capturé dans son livre, c'est que c'est comme le sentiment d'être une jeune femme. Puis là, je sais que c'est vraiment dramatique, parce que évidemment, elle, c'est comme un peu un extrême, tu sais, genre, tout le monde ne se ramasse pas dans un hôpital psychiatrique avec les traitements des années 1950 aux États-Unis, ok? Genre, comment ça se fait que c'est autant la même chose aujourd'hui? Comment ça se fait que la société n'est pas encore assez changée pour que je vive ce même genre de choses-là, puis que ces émotions-là, je les connaisse comme le fond de ma poche? Je me suis tellement reconnue, j'ai l'impression, dans ce personnage-là, puis après, tu sais, évidemment, j'ai comme compris pourquoi ce livre-là était aussi populaire, et autant de filles en parlaient, parce que j'ai l'impression que ça a vraiment, elle a vraiment mis le doigt dessus, puis genre, j'ai chié par terre, littéralement, ok? J'étais sur le cul quand j'ai lu ce livre-là, je ne pouvais pas arrêter à cause de ça. Puis genre, Sylvia Plath, c'est fou parce que c'est plus une poétesse qu'une écrivaine, elle a plus écrit des poèmes, elle a écrit un seul roman, c'est ça. Puis elle s'est suicidée après, ok? Là, on va dire les vrais bails, ok? En troisième position, nous avons Capitalisme patriarcal de Silvia Federici. Premièrement, Silvia Federici, elle a un cerveau surpuissant. C'est une icon, elle est tellement forte. Et je l'ai mis dans le top 10 aujourd'hui, ce livre-là, et en plus, dans le top 3, c'est quand même beaucoup. C'est pas parce que c'est un livre que j'ai comme vraiment adoré lire. Genre, honnêtement, il y a eu des passages que j'ai vraiment adoré lire, mais c'est pas un livre parfait dans le sens où comme tous les paragraphes étaient le fun. C'est pas ça que je veux dire. Okay? Probablement c'est un essai. Des fois ça arrive que c'est un peu plus comme une lecture studieuse. Vu que c'est des rassemblements de plusieurs petits essais publiés au fil du temps, des fois ça se répète un peu. Okay? C'est pas un livre qui est parfait dans le sens de genre expérience de lecture, comme un roman pourrait l'être. C'est un essai, ok, je sais pas quoi dire. Mais ce livre a eu un impact tel sur moi, genre je ne peux pas ne pas le mettre aussi haut dans la liste. Genre. Ce livre-là a honnêtement changé mon brain chemistry. Genre je ne suis plus la même personne depuis. Je l'ai lu, j'ai comme compris des choses. Je suis contente aussi de l'avoir lu au début de mon parcours féministe, on pourrait dire, parce que j'avais le projet cette année, en fait cet automne plus précisément, de lire comme un peu tout, en grosses guillemets, les classiques du féminisme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo explicative à ce sujet, et honnêtement, c'est vraiment une des vidéos qui me rend la plus fière de toute ma vie sur la chaîne. Allez l'écouter si ça vous tente, si vous voulez avoir comme toutes les recommandations, ma liste de lecture. Je suis contente de l'avoir lu au début de tout ça, parce que j'ai l'impression que ça a comme bien seté la priorité, puis aussi, on va pas se le cacher, genre il y a beaucoup de gens dans la vie, en tout cas beaucoup de filles autour de moi, comme des gars, mais qui sont comme ben genre tu sais, je vois comme pas vraiment le point à être féministe parce que tu sais, on a comme tout atteint, genre god damn man. Genre j'étais pas de cette opinion là avant d'avoir lu ce livre là déjà, effectivement donc c'est sûr que ça aide. Et honnêtement, genre je suis super reconnaissante. Je sais qu'on ne vit pas comme on vivait en 1950 et aussi que je suis comme pleine de privilèges. Fait que tu sais mettons évidemment que ça c'est comme beaucoup plus facile on pourrait dire, mais genre le système est toujours là, pis c'est pas parce que ça m'a désavantage pas moi que je peux pas être pour la cause, genre je sais pas comment je veux dire, genre je suis capable de voir que je suis la sœur des personnes de cette cause. Ça m'a comme vraiment ouvert la voie à ce que le féminisme ne soit pas juste le rose, on peut aimer le rose genre si on est un gars, genre je sais pas comment je veux dire, ça m'a vraiment fait comprendre que c'est genre vraiment un système le patriarcat, c'est dans notre quotidien genre, mais encore aujourd'hui mais à un niveau parfois décourageant, je vais pas vous le cacher. Damn bro, on a du chemin à faire. Il y a comme eu tellement, j'ai l'impression de choses dans les années comme 1970, il y a tellement eu de
mouvement, on a dit beaucoup de choses, beaucoup d'opinions, on a eu beaucoup de gains. T'sais, mettons, moi j'ai la contraception, là, comme ça, genre ici. C'est pas ça partout, évidemment. Il y a beaucoup d'héritage à la deuxième vague, qui honnêtement, il y en avait beaucoup des pertinents, genre qui n'ont fait aucun impact ou presque. Et je suis comme, man, je suis éberluée que ça ne soit pas le cas. Capitalisme patriarcal est probablement l'un des livres qui me marque le plus. C'est sûr qu'il est quand même un peu de mon baptême du feu. Quand on le lit, on voit plus les choses de la même façon. Ça explique comment le capitalisme est une structure patriarcale et comment il fonctionne par l'oppression des femmes. Donc comment l'oppression des femmes est une donnée nécessaire au capitalisme. Donc c'est vraiment important premièrement d'avoir un féminisme anticapitaliste, mais aussi de penser au fait que si on défait le patriarcat, ben le capitalisme ne pourra plus survivre. Je sais pas comment je veux dire. Donc c'est comme pas un cercle vicieux, mais tu sais, les deux sont des facteurs qui s'inter-influencent. Et Silvia Federici va aussi comme un peu critiquer beaucoup le marxisme traditionnel, on pourrait dire. C'est une donnée qui ne prenait pas en compte ce fait-là. C'est comme dans le fond, elle critique Marx en utilisant Marx. Puis moi, je suis comme, man, c'est des masterclass. Elle va comme énoncer les données de travail productif, tu sais, comme le travail traditionnel, qu'est-ce qu'on considère socialement comme du travail. Le marxisme traditionnel dirait genre le travail à l'usine, mais comme tout travail qui produit du capital, versus le travail reproductif, les reproductions des conditions nécessaires au travail pour le travailleur. Donc c'est pas genre faire des bébés, mais quoique oui, c'est une partie du travail reproductif, mais dans le sens où quand je dis travail reproductif, c'est pas juste ça, faire à manger pour que le travailleur n'aille pas faim pendant qu'il travaille et qu'il puisse travailler demain. Toutes ces choses-là, se loger, se vêtir, etc. Tout un travail qui est naturalisé chez les femmes, puis on se fait dire, puis on grandit qu'on a comme, quand on grandit, que c'est comme on a plus la propension à ça, on est caring, on est tous des individus, que genre on veut vraiment prendre soin de notre prochain, puis qu'on fait ça par amour. Mais je suis comme, man, c'est genre du travail, c'est littéralement du travail, puis ça aujourd'hui, c'est genre encore là à 100%, genre je suis désolée, ça n'a aucun sens, ok? Puis évidemment, toute une dimension raciale à ça aussi, tout ce qui est comme nécessaire pour que le capitalisme fonctionne, mais évidemment, il y a comme toute l'extraction des ressources, et ça c'est tout fait, en fait l'Occident déverse tout ça ailleurs en Occident pour que ça revienne chez lui ensuite, que là puisse faire le travail, fait que dans le fond, c'est juste pour comme remettre en question qui est la classe ouvrière, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui le sont, qui ne le pensent, et ça critique aussi beaucoup comme l'arrivée des femmes au travail. Probablement il y avait juste les femmes blanches qui travaillaient pas comme dans les années 70, fait comme toutes les autres travaillaient. Toutes les femmes maintenant sont sujettes au double shift, qu'on pourrait dire, donc elles travaillent toute la journée, elles sont déjà exploitées par le capitalisme, mais quand elles arrivent à la maison le soir, elles sont re-exploitées parce qu'elles doivent faire tout ce qui est travail reproductif. Il y a aussi un chapitre là, sur le travail sexuel et comment il est considéré par rapport au travail normal, disons ça comme de même. Encore un chapitre qu'il faut que je relise parce qu'à chaque fois que je lis, j'ai l'impression que je vois des choses différentes dedans. Enfin bref, genre ce livre m'a changé et en plus c'est aux éditions de La Fabrique. Je sais que c'est pas le livre le plus connu de Silvia Federici, qui est donc Caliban la sorcière, mais définitivement, lui je pense qu'il était quand même accessible pour commencer. Toujours dans la théorie féministe, l'autre livre qui m'a mind blown cette année, c'est évidemment La pensée straight de Monique Wittig. Monique Wittig qui est genre mon idole. Ce livre, je l'ai lu comme j'ai lu certains romans ici, c'est-à-dire en genre le moins de temps possible, j'étais consumée par la pensée straight. C'est même pas des jokes. Est-ce que c'est drôle, man? Ce livre résume ma vie, ok? J'ai toujours pensé comme ça. Ce livre a mis des mots sur comment je pensais et que je ne comprenais pas que je pensais comme ça. J'ai toujours vu comme les gens straight, puis je suis comme, man, la straight culture, what the fuck is this? Genre, je ne comprends rien. Vous êtes comme pognés dans une petite boîte, là, puis genre, moi, je rentre pas là-dedans. Donc, je sais évidemment que moi, je ne suis pas lesbienne. On aime les lesbiennes, par contre. Parce que c'est comme dur à dire, puis j'ai l'impression qu'il y a peu de théorie par rapport à la bisexualité, qu'est-ce que ça implique. Peu importe, je me reconnais genre à 100% là-dedans, ok? Dans le fond, Monique Wittig, sa phrase choc, on pourrait dire, c'est les lesbiennes ne sont pas des femmes, et elle va parler comme beaucoup du système de l'hétérosexualité, et comment l'hétérosexualité, c'est un peu l'organisation qui permet comme la reproduction du patriarcat. Donc, une donnée essentielle du patriarcat, c'est l'hétérosexualité. Et quand je dis ça, c'est pas, mettons, les gens doivent arrêter d'être hétéros. Quand je parle de l'hétérosexualité dans le sens de Monique Wittig, c'est comme l'obligation à l'hétérosexualité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la société est encore faite pour les couples hétérosexuels. Puis je dis pas, mettons, comme le mariage gay. Je dis juste que tout fonctionne dans le fait que... Et dans le fond, Monique Wittig va beaucoup parler de ça, que moi, je suis femme quand je suis face à un homme. Sinon, c'est comme la dialectique, voir l'un et l'autre, qui fait, quand je vois la différence entre lui et moi, que là, je vais comme être faite femme, on pourrait dire. Et c'est uniquement comme ça que les relations sont construites. On va tout biologiser ça. Au fond, c'est à la source du patriarcat. Parce que quand on met des catégories, ultimement, homme-femme, ben c'est automatiquement, avec une hiérarchie, c'est impossible de les voir sur un pied d'égalité parce que les catégories sont fondamentalement hiérarchiques. Donc là, c'est vraiment comme un gros résumé, on pourrait dire ça. Vous pouvez encore une fois aller voir la vidéo là, dont je vous parlais, si vous voulez comme de plus amples détails là-dessus. Mais c'est vraiment un livre super intéressant. Encore une fois, je pense que c'est quand même un livre qui est accessible. Après, c'est peut-être nécessaire d'avoir un petit peu comme des bases sur Simone de Beauvoir, parce que Monique Wittig parle de Simone de Beauvoir
voir. Aussi, c'est un livre qui date de 1970. Les solutions dont il parle là-dedans, tu sais, c'est pas nécessairement une meilleure solution. Tu sais, la solution de Monique Wittig, c'est genre le lesbianisme politique. Mais tu sais, après, comme je le disais dans ma vidéo, je pense que, mettons, c'est pas possible. Tu sais, mettons, même moi, qui, du point de vue bisexuel, tu sais, je comprends le désir lesbien. Je ne peux pas nier une moitié de moi. Que je le veux ou non, je suis intéressée. Physiquement, disons-le comme ça. Je pense pas que la solution est là, mais après, mettons, toute la dimension, elle parle du langage, de comment on énonce les genres par le langage. Tout ça, je pense que ça peut vraiment, on peut vraiment faire du pouce avec ça aujourd'hui. Genre, je pense qu'on peut vraiment moderniser ça. En plus, aux éditions Amsterdam, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les lectures queer, mais en fait, j'en ai quand même beaucoup parlé dans ma vie, puis je pense que de par tout ça et ma présence sur cette chaîne, au final, beaucoup d'entre vous le sont. Donc, je le sais, je vous parle à vous de gays, ok? Tous ces liens-là qu'il y a entre genre et sexualité, ça m'a vraiment beaucoup parlé, parce qu'au final, j'ai l'impression que, même du point de vue quand t'es bi, genre, tu vois vraiment pas le genre de la même façon. Voilà, beaucoup de sujets à discuter. La première position, la grande médaille de 2023. C'est un livre que j'ai lu assez tôt dans l'année, donc il a toffé toutes les bonnes lectures qu'il y a eu par la suite. Et encore, oh non, c'est même pas vrai. Lui aussi, c'est un livre que j'ai lu pour l'école, incroyable, dans mon cours de féminisme, justement, et dont je vous parle absolument tout le temps. Merci. Incroyable. Shout out à ma prof. Et il s'agit de Furie de Myriam Vincent. Donc c'est un roman, ok? C'est un roman québécois. Et dans le fond, on suit l'histoire. Et dans le fond, c'est une jeune fille qui est comme dans la fin vingtaine. Elle recommence l'université après avoir pris un break parce que la dernière fois qu'elle le faisait, elle était avec sa meilleure amie qui s'est suicidée suite à s'être fait violer. Et là, elle décide de recommencer l'université. Elle est un peu hésitante, on pourrait dire. Mais pendant tout ce temps-là, comment elle a fait pour subvenir à ses besoins, sa job, dans le fond, c'est qu'elle était devenue tueuse à gages. Sa spécificité, c'est qu'elle ne tuait que des violeurs. Donc ce livre a vraiment un discours sur le female rage, sur les agressions sexuelles, sur la sororité également, tout ce qui peut venir avec, tous les impacts qu'une agression sexuelle peut avoir. Aussi, on le voit comme dans le fait que les agressions sexuelles sont un système qui oppresse toutes les femmes, c'est une arme contre les femmes parce que y a la peur qui vient avec ça. Mettons le fait qu'une autre se fasse agresser, ça impacte les autres par la possibilité du viol, on pourrait dire. Et en tout cas, ce livre-là est vraiment riche. Encore une fois, c'est un livre où on voit que l'autrice est vraiment calée avec son féminisme. Elle a une pensée. Et le plus cool là-dedans, c'est que c'est un roman qui a un meaning. C'est un roman qui a un but. Jusqu'à la dernière ligne, premièrement, c'est un livre qui a plein de suspense. C'est une aventure en soi. C'est un livre qui est le fun, qui est divertissant en soi, mais aussi, c'est le fun parce que t'arrives plus loin dans ta lecture, puis tu vois c'est quoi l'idée de Myriam Vincent, puis vraiment jusqu'à la toute dernière ligne. Et la dernière ligne m'a laissé, là, ouf, incroyable sur le female rage, encore une fois. J'aimerais ça comme vous faire lire l'analyse que j'ai faite là-dessus aussi. Ben vraiment que je pourrais. Je pourrais mettre des screenshots si jamais vous voulez comme arrêter, lire qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai pas une excellente note, ok? À ma grande déception. Je suis vraiment genre, honnêtement, je suis vraiment tristée. Parce que j'ai tellement travaillé là-dessus, pis j'étais genre, man, j'ai tellement aimé Furie. Puis je pense qu'il tient bien son titre, ça se lit bien, c'est fun, il y a plein de refs, premièrement à Montréal, fait que c'est le fun. Je suis pas de Montréal, mais genre, j'ai quand même pris certaines refs parce que je connais quand même Montréal. Mais si vous habitez à Montréal, j'imagine que c'est encore plus le fun. Puis aussi à plein de littérature féministe, on parle de Virginie Despentes là-dedans, c'est aussi pour ça un petit peu que j'ai lu. En fait, non, c'est 100% pour cette raison-là que j'ai lu Baise-moi. Puis honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'une recommandation. Genre, dans le top des recommandations, il y a genre, c'est recommandé par un ami, c'est toujours le fun, genre, oh merci de m'avoir recommandé un livre. Genre, trouver une recommandation sur internet de quelqu'un que t'aimes, genre moi. Mais il y a genre, trouver un livre que t'aimes fucking, tu le lis, puis après, genre, il parle d'un autre livre, tu le lis, puis tu l'aimes aussi, man. Encore une fois, des masterclass. J'ai lu aussi l'autre livre de Myriam Vincent qu'elle a publié cette année qui était aussi vraiment bon. Tu peux pas tous les mettre dans mon top 10. Qui est aussi vraiment bon. Enfin, genre, Furie, il y a tellement de lignes là-dedans qui sont pertinentes, puis le female rage est un sentiment que je ressens, vraiment. Mais est aussi un sentiment que je crois qu'il faut ressentir. Je crois que c'est un sentiment qui est utile, mais qui est libérateur. Pour vrai, vivre le female rage, genre. Je sais pas quoi dire. Puis pas le female rage soit belle avec le female rage, genre le vrai female rage. Puis j'ai l'impression que là-dedans, c'est ça. Tu sais, ce sont les assassinats sanglants. C'est aller jusqu'au bout. Je trouve que Marilyn, c'est vraiment un personnage fort, c'est une femme forte. C'est genre une icon. Je sais pas quoi dire. J'aimerais ça que Marilyn existe pour aller lui parler, puis genre m'entraîner avec. Je sais pas quoi dire, il faut vraiment que vous le lisez, genre absolument maintenant. Ok? Si je peux vous influencer pour un livre, s'il vous plaît que ça soit celui-là, et celui-là, et celui-là, ok? S'il y a 3 livres à lire cette année, c'est ceux-là. D'ailleurs, j'ai fait une affiche pour Furie avec une citation. C'était encore une fois un travail scolaire, mais je vous la montre parce que maintenant je l'affiche dans ma chambre parce que je la trouve très belle.
Donc, passons maintenant aux mentions spéciales. Donc, les autres livres que j'ai beaucoup aimés, on pourrait dire, des lectures que je me souviens pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans le livre, mais je me souviens que quand j'ai lu, j'étais genre, oh my god, c'est tellement le fun, j'aime trop la lecture, je suis genre une lectrice, puis j'aime vraiment lire beaucoup dans mon livre pendant 2 heures de suite en plus de ça. Fait évidemment, le premier c'est Dorian Gray. Évidemment, il commence un peu assez facile dans ma mémoire. Comme je disais, c'est un petit peu celui-là qui m'a lancé dans Oh Anne, essaie donc un peu de découvrir la littérature classique, peut-être que tu vas voir que tu aimes ça, genre comme un peu des classiques mais plus contemporains, on pourrait dire. Donc Dorian Gray c'est vraiment bon, mais lui j'ai lu comme il y a un an, je l'ai lu à la fin. Dans le sens que mon année de lecture commence le 1er décembre puis elle finit le 31 novembre pour avoir le temps de faire cette vidéo. Évidemment, je ne fais pas ça comme le 31 décembre, ok? Mais je l'ai lu en décembre l'année passée dans le fond, fait que c'est pour ça qu'il commence à dater. Sinon, on a le livre des Baltimore de Joël Dicker, qui fait partie de la trilogie de l'affaire Harry Kéber. Vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, vous êtes obligé de lire Harry Kéber en premier, puis après vous pouvez lire Alaska Sanders ou lui ensuite. Mais je sais que personne n'aime les Baltimore, ok? Mais moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Il y avait comme un peu moins la touche policier. En fait, c'est peut-être pour ça. Les gens, ils voulaient lire du policier, mais moi, j'ai juste trouvé qu'il y avait la plume comme super accrocheuse de Joël Dicker. Pour vrai, il a écrit pour, mettons, te donner envie de lire. Puis ça, c'est le fun. Encore une fois, j'ai lu ce livre-là en genre 2 jours, puis c'est un super long livre, tu sais, c'est genre 570 pages. Tous les éléments finissent par avoir un meaning, genre il y a aucun détail qui est laissé au hasard. Ils vont tous se intertwine à la fin. Il y a des turns out que tu t'attendais pas à ça, t'aurais pas imaginé ça. Puis en plus, je trouve que honnêtement les relations sont vraiment touchantes là-dedans parce que on suit comme un fils adoptif le personnage principal de cette saga qui est donc Marcus Goldman, qui est comme un cousin et un frère. Et j'ai vraiment aimé comme cette fraternité-là. Ça m'a vraiment touchée honnêtement. C'est un livre qui est touchant. Je sais pas quoi dire. Genre qui aurait cru? Moi, justice pour le livre des Baltimore. Bon, ça c'est un peu drôle, mais cette année j'ai lu Heartstopper, puis j'ai trouvé que c'était bon. Je sais pas quoi dire, c'est bon. C'est pas un livre qui est oh my god, groundbreaking. C'est juste que c'est comme fluffy, c'est le fun, c'est positif. Si tu veux pas, des fois ça te tente pas tout le temps de pleurer. Des fois ça te tente pas tout le temps d'être touché négativement, disons-le comme ça. Des fois tu veux juste quelque chose qui est le fun, puis ça c'est ça. Avec Heartstopper, j'ai lu les 4 tomes. Je sais que le 5 est sorti. I love this, c'est le fun. J'ai pas envie d'écouter la série par contre. J'aime pas ça. Écouter les séries après. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une haine envers des adaptations. C'est le fun, là. Mais chaque fois je suis comme genre. Moi, je l'ai lu avant. En l'occurrence, là, je l'ai pas lu avant, mais comprenez le sentiment de supériorité insurmontable que j'ai. Ensuite, j'ai une autre bande dessinée qui est moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je me rappelle plus vraiment, mais ça se passe à Chicago. Puis ensuite, l'histoire d'une petite fille. Les dessins sont magnifiques. Passez au travers des genre 15 premières pages, puis après, ça devient vraiment le fun. Tous ceux qui aiment les histoires bizarres, puis d'habitude, c'est pas moi, ça. D'habitude, c'est pas moi qui aime les histoires. Mais en fait, je vous le dis, tantôt je l'ai dit, j'aime ça les histoires bizarres. Mais en sens, c'est pas moi qui aime les histoires de monstres gothiques. J'aime l'horreur, genre, c'est pas mon genre. Mais celui-là, j'ai aimé ça, ok? Je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Il y a des rapports aussi par rapport à comme l'abus, les relations mère-fille, les agressions sexuelles, encore une fois. Donc je pense que c'est un livre qui est beaucoup plus touchant qu'on pourrait croire. Il est énorme. Ça prend quand même du temps à lire, fait que c'est le fun, tu sais. Au moins, l'argent investi vaut quelque chose. Après, ça c'est l'affaire la plus drôle ever. Mais il y a House of Hollow de Crystal Sutherland. On suit l'histoire de genre 3 sœurs. Donc il y en a une qui est super connue, puis genre va comme disparaître. Évidemment, il y a une histoire de supernaturel, un peu avec ces espèces de fleurs mortes, on pourrait dire. Encore une fois, j'ai vraiment aimé l'atmosphère. Pour une fois, dernièrement, les livres YA que j'ai lus, ça faisait juste comme pas hit le right spot. Mais là, ça l'a fait. J'ai aimé la relation entre les sœurs, j'ai aimé le suspense, j'aime le fait que c'est un one shot. Thank you Jesus. Pas tiré enfin. C'est drôle, c'est bon, c'est relatable, genre. C'est le fun. C'est super le fun. J'ai aimé ça. Un peu exactement dans le même genre de Lovely War. Puis ça se passe pendant comme la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un mélange de dieux grecs qui ont l'influence sur les personnages, sur 2 couples aussi qui vont se rencontrer, qui vont avoir 2 histoires d'amour en même temps. Puis moi j'étais genre, man, je veux pas 2 histoires d'amour en même temps. Là. Déjà que j'ai la misère à en supporter une parce que c'est tout le temps cliché, genre, imagine 2. Genre, tu réussiras jamais. Finalement, ce livre-là m'a genre pris à terre, m'a roulé en boule, m'a piétiné. C'était trop bon. Puis c'est genre, c'était actually fucking bon. Puis imposant, mais faites juste le commencer parce que vous allez devoir le terminer aussi. Si on retourne finalement comme à notre féminisme, on est évidemment féministe pour les 99%. C'est un manifeste féministe, je trouve qu'il est à la fois positif, super pertinent, réaliste et accessible, ok? Vous avez tout là-dedans. Et qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est qu'au fil de mes lectures féministes, ça c'était le fun. Et finalement aussi, on a Beauté fatale de Mona Chollet, un livre qui me remet en question constamment comment les standards de beauté sont inculqués aux filles et quelle est leur fonction. Et que la fonction, dans le fond, c'est de rendre les filles dépendantes aux hommes et de les garder dans un état de subordination. Parce que quand tu penses uniquement à être belle et que tu es trop mince pour avoir de l'énergie, ben toute ta vie tourne autour de ça, mais tu ne penses pas à être indépendante. Et aussi, évidemment, comme toute la dimension agression sexuelle, etc. qu'il peut y avoir là-dedans. Une lecture qui peut confronter. Et heureusement, un peu, Mona Chollet qui est devenue une icon. Et
voilà donc le petit bilan de mon année 2023 en termes de lecture. Une année, vous aurez donc compris, qui aurait été vraiment comme charnière dans mes lectures, dans mon profil de lectrice, et très contente au final de cette année. Je réalise qu'il y a eu énormément de bonnes lectures cette année, malgré le fait que j'ai l'impression à la fois de comme avoir beaucoup lu et de ne pas avoir lu. Pour quelqu'un qui, mettons, qui est allé quand même à l'école pendant la moitié de l'année, puis qui est parti en voyage pendant 2 mois, tu sais, j'ai comme pas vraiment lu. Je trouve que c'est quand même excellent, j'ai envie de dire, outstanding. J'aurais aimé ça avoir 100, juste parce que 100, je trouve que c'est comme un peu plus de fun, mais en même temps, métaphysiquement atteint le 100 livres. Pour la question du jour, évidemment, dites-moi en commentaire quelle a été votre meilleure lecture cette année. J'aimerais vraiment aussi savoir un peu qu'est-ce qui a été le highlight de vos lectures, un peu comme moi je viens de vous faire, et évidemment, je sais que c'est difficile d'en choisir un, mais vous pouvez toujours m'en donner plus. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, faire la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos quand ça me tente. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!